Lundi 15 juillet 2024, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle semaine en notre compagnie de nouvelles informations également. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, ce sont des faux sujets d'examen qui circulent sur les réseaux sociaux en fin de semaine. Ils ne visent qu'à déstabiliser et à arnaquer les élèves. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a déjà pris les mesures nécessaires conformément à la loi face aux fauteurs de troubles. Le ministre par intérim a souligné que son département a également déjà pris des mesures nécessaires pour éviter les fuites de sujets et pour veiller au bon fonctionnement de l'examen du baccalauréat avec la collaboration des autres départements ministériels. Reportage sur les images de Zahra Djansou. Une semaine avant le début des épreuves du baccalauréat, certaines personnes malveillantes tentent déjà de déstabiliser à travers la propagation de faux sujets d'examen sur les réseaux sociaux. Les fauteurs de troubles ont déjà été identifiés à Ansran en fin de semaine et sont déjà entre les mains des forces de l'ordre, affirme le ministre. Les sujets ont été propagés dans des groupes Facebook pour la plupart et ont déjà été interceptés par le ministère dès leur publication. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a établi des stratégies afin de réagir au plus vite aux publications sur les sujets de baccalauréat sur les réseaux sociaux et d'éviter la déstabilisation, mais aussi de ne pas refaire les mêmes erreurs que l'an dernier, souligne le ministre professeur Finyavra Vukac. Le ministre a ajouté que les élèves et les parents ne doivent pas se fier à ces diverses tentatives de déstabilisation et de manipulation sur les sujets de baccalauréat, mais devront se focaliser sur l'examen officiel. Il a également rassuré les parents comme les élèves sur le bon déroulement des examens, car le ministère travaille déjà 24 heures sur 24 sur la préparation du bac, notamment pour la préparation de sujets depuis le conclave, l'acheminement au niveau des centres d'examen dans toute la grande île et au niveau de la logistique, comme l'éclairage des centres d'examen ou encore la sécurité. Selon les explications du ministre, il est impossible que les sujets d'examen puissent fuiter car le ministère a pris les mesures nécessaires. Plusieurs sujets de réserve ont été élaborés en cas de besoin, affirme le ministre. L'examen du baccalauréat est une affaire d'État, donc tous les ministères concernés se sont donné la main pour assurer son bon déroulement. Il est à rappeler que 218 359 élèves passeront le baccalauréat 2024 dans toute la grande île. Et dans la page politique de ce soir, la passation de fonction entre le président par intérim de l'Assemblée nationale, Jean-Jacques Rabénirine, ancien doyen des députés, et le nouveau président de l'Assemblée nationale, Toukeli Justin, a eu lieu ce jour à l'Assemblée nationale de Timbazaz. Le message porté par le président de l'Assemblée nationale, Toukeli Justin, est le respect mutuel entre les dirigeants et ceux qui sont amenés à travailler au sein de cette institution, notamment les techniciens qui y sont des employés permanents. La passation de pouvoir des membres du bureau permanent a également eu lieu ce matin. J'étais avec Miarvulat Sferan et Bras Denilson. La passation de fonction est une pratique, un reflet de la démocratie et l'Assemblée nationale est une institution démocratique. Aujourd'hui, le président par intérim de l'Assemblée nationale et le nouveau président de l'Assemblée nationale ont procédé à une passation fraternelle de pouvoir. La tâche principale de l'Assemblée nationale est de légiférer, mais aussi de contrôler et évaluer le travail du pouvoir exécutif. Le président de l'Assemblée nationale a appelé à la coopération et à la gestion des compétences de chacun, notamment des techniciens qui sont des salariés permanents de cette institution. Le président Toukeli Justin a également exhorté la famille de l'Assemblée nationale à se parler en cas de problème pour éviter d'éventuels obstacles dans la mise en œuvre des différentes activités. La passation de pouvoir des membres du bureau permanent a également eu lieu ce matin. Et dans les actualités économiques de ce soir, même en étant encore à l'école, les jeunes peuvent s'initier à l'entrepreneuriat. Le ministre de l'Industrialisation du Commerce a fait connaître aux élèves du lycée technique professionnel de Muramang la voie et l'état d'esprit pour devenir entrepreneur. C'était durant sa visite pour voir l'évolution du projet ODOF dans cette localité. De ce fait, les élèves ont pu acquérir directement des connaissances au ministre, ce dernier étant lui-même entrepreneur. Jodikel Rinjenirin nous en dit plus. Des doutes, de la peur et de l'hésitation, ce sont les sentiments des jeunes quand on leur parle de s'initier à l'entrepreneuriat, surtout quand ces jeunes ne savent pas comment faire pour débuter dans ce milieu. Ils sont pourtant intéressés, comme ces élèves du lycée technique de Muramang, qui a rencontré le ministre de l'Industrialisation et du Commerce. Outre son titre de ministre, Edgar Azafnjavaï est avant tout un entrepreneur. Il a donc partagé son expérience aux jeunes. Souvent, les entreprises ne recrutent que ceux ayant des expériences de 2 à 3 ans dans un milieu professionnel. Il est difficile pour les jeunes ayant fini leurs études de trouver de l'emploi. Ainsi, s'initier à la création d'entreprises est la solution. L'ODOF est une porte ouverte aux jeunes qui veulent créer une entreprise, même s'ils sont encore étudiants, a déclaré le ministre.
L'entreprise qui transforme le lait en yaourt et en fromage, Amuramanga, a attiré leur attention. La machine peut traiter 500 litres de lait par charge, mais les agriculteurs ne collectent actuellement que 150 litres de lait par jour. Les élèves peuvent donc créer une petite entreprise de collecte pour approvisionner l'usine. Dès le début, ils disposent d'un débouché commercial sécurisé. Après l'installation des machines via l'ODOF, de nombreux partenaires étrangers sont venus apporter leur contribution, comme une société sud-africaine qui aide les entrepreneurs dans l'entretien des machines, dans la vente des produits et dans la recherche de canaux de commercialisation. Le gouvernement japonais est également disposé à coopérer. Et actuellement, ODOF constitue une motivation pour les jeunes qui veulent s'initier à l'entrepreneuriat. Et la centrale d'achat d'Immerciatus, qui est dédiée aux cornes de zébu, a été ouverte officiellement aujourd'hui. La mise en place de cette centrale profitera aux artisans car en plus d'être de bonne qualité, les cornes de zébu y seront moins chères. Fin de scène à Mireille, Zarandji Ansouf nous en dit plus. C'est la première centrale d'achat pour cornes de zébu qui est implantée à Immerciatusk. Des cornes de bonne qualité et moins chères y sont vendues. Cela facilitera les activités des artisans malgaches car ce sont des matières premières déjà triées et de bonne qualité qui y sont vendues. À noter que les étrangers comme les Chinois et les Mauriciens sont intéressés par ces cornes de bœuf de Madagascar. Outre le fait de rendre accessibles les matières premières aux artisans, la centrale les soutiendra dans la recherche des débouchés selon les explications. Et dans les actualités sociales, à travers l'utilisation de la technologie, les agents communautaires peuvent intégrer de manière transparente les données dans le système national de gestion de l'information sur la santé au sein du ministère de la Santé publique. L'USAID a initié l'utilisation du Chemcare à Madagascar en 2017 et son utilisation se répand actuellement dans toute l'île, a déclaré le directeur de la gestion de l'information auprès du ministère de la Santé publique aujourd'hui. Radam Lanzatouv ou Brassam Manan. Le ministère de la Santé publique, avec le soutien du programme Accessibilité continue des soins et services essentiels durables, ou ACCESS, se consacre à améliorer considérablement les services de soins de santé, en particulier dans les régions éloignées. ACCESS qui est financé par l'USAID. Ainsi, ce dernier a initié l'utilisation de Chemcare à Madagascar en 2017. Des résultats positifs ont conduit à son expansion et actuellement, l'application compte plus de 4300 utilisateurs sur toute l'île et constitue la seule plateforme reconnue à l'échelle nationale comme système électronique d'information sur la santé communautaire englobant les soins, la surveillance et le reporting. L'application mobile Chemcare rationalise les tâches de routine des agents communautaires, les guidant dans le diagnostic et la gestion des maladies infantiles courantes, offrant des soins en matière de planification familiale et facilitant la continuité des soins dans les centres de santé en veillant à ce que les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies graves soient orientées vers des prestataires appropriés. En plus de permettre aux bénévoles de la santé de saisir des données en temps réel pendant les consultations, l'application les aide également à compléter et à soumettre des rapports mensuels, des calendriers de sensibilisation et divers autres documents requis aux chefs de centre de santé. L'introduction de l'application Chemcare à Madagascar marque une avancée significative dans le domaine des soins de santé communautaire et grâce à cette technologie innovante, les bénévoles en santé communautaire et les chefs de centre de santé sont désormais mieux placés pour répondre aux besoins de soins de santé des populations vulnérables, même dans les régions les plus reculées. Pour Madagascar, l'objectif est d'augmenter le nombre d'agents communautaires utilisant cette application. Et pour clore les actualités locales, la PIPA poursuit l'entretien des canaux d'irrigation des plaines d'Antananarivo. Les travaux ont commencé au canal GR aujourd'hui, ce canal qui assure l'irrigation des rizières de la plaine de Betsamtatach. Les irrigations à partir du canal GR devront se terminer le 30 novembre selon les explications des techniciens. Oniana Martina, Sylvain et Sechandianab nous en disent plus. Ce canal GR est long de 14 km en partant de Tanzumbat, passant par Anuspajan, 67 hectares jusqu'à Somaswanju. Ce canal assure l'irrigation des rizières et des champs des paysans vivant le long de la plaine de Betsamtatach selon les techniciens. Selon les explications, les canaux sont bouchés actuellement. De ce fait, la PIPA procède à leur curage autant pour pouvoir irriguer les plaines de Betsamtatach pour assurer les saisons des cultures de cette année que pour prévenir la prochaine saison des pluies. À partir d'aujourd'hui, 15 juillet jusqu'au 30 novembre, sera la période d'irrigation des plaines via le canal GR pour les paysans de la plaine de Betsamtatach. À noter que tous les camions dont a été récemment doté la PIPA sont mobilisés pour ces travaux de curage.
Et toujours autour de cette tentative d'assassinat de ce magnat de l'immobilier et ancien président des États-Unis, Joe Biden a appelé hier les Américains à faire baisser la température, justement au lendemain de cette tentative d'assassinat contre Donald Trump, et que les enquêteurs considèrent comme un acte potentiel de terrorisme intérieur. Cet événement marque un tournant majeur dans la campagne présidentielle, moins de 4 mois avant les élections. Le point avec France 24. Des invectives à répétition entre deux camps qui semblent irréconciliables. Le climat politique américain sombre dans la violence, jusqu'à frôler la tragédie samedi soir à quelques millimètres près. Et dimanche soir, moment rare à la télévision nationale avec cette allocution du président Biden en direct du bureau ovale, appelant au calme. Chers compatriotes américains, je souhaite vous parler ce soir de la nécessité de faire baisser la température dans notre vie politique. N'oubliez pas que même si nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des voisins, des amis, des collègues, des citoyens et surtout des concitoyens américains. Nous devons être solidaires. Même tonalité chez son rival, pourtant peu habitué à calmer les tensions. Seul Dieu a empêché l'impensable de se produire. À cet instant, il est plus important que jamais que nous nous tenions unis. Des appels au calme de la part des deux adversaires, peu suivis dans le camp républicain. Plusieurs élus accusent les démocrates d'avoir attisé la haine en ciblant régulièrement Donald Trump. Aucune personnalité de l'histoire américaine, du moins dans l'ère moderne, peut-être depuis Lincoln, n'a été autant vilipendée et persécutée par les médias, les élites d'Hollywood, les personnalités politiques et même le système judiciaire. À l'inverse, le gouverneur démocrate de Pennsylvanie rappelle que la tragédie a fait 1 mort et au moins 2 blessés, en plus du candidat républicain. Et les désaccords politiques ne pourront jamais être résolus par la violence. Il peut y avoir des désaccords, mais nous devons recourir à un processus politique pacifique pour régler ces différends. La tonalité des discours sera observée de près, alors que s'ouvre aujourd'hui la convention républicaine à Milwaukee, qui doit consacrer Donald Trump. Et après les législatives anticipées qui n'ont pas fait émerger la majorité absolue, l'exécutif et les partis s'activent pour trouver des figures qui font consensus et qui pourraient endosser le rôle de Premier ministre. Dans le même temps, le gouvernement de Gabriel Attal n'a toujours pas démissionné alors que le travail à l'Assemblée nationale va débuter la semaine prochaine. France 24. Quel gouvernement avec quel pouvoir? Qui pour diriger une Assemblée nationale sans majorité? La semaine qui s'ouvre va-t-elle dissiper un peu le brouillard né des élections législatives? Plusieurs rendez-vous sont programmés. D'abord, avant le 17 juillet, Emmanuel Macron doit en principe accepter la démission effective du gouvernement présentée par Gabriel Attal lundi dernier. Dès lors, le gouvernement démissionne, mais il ne disparaît pas. Selon l'expression consacrée, il expédie les affaires courantes. Un gouvernement démissionnaire est réduit à des fonctions qui sont des fonctions vitales pour le pays, ce qu'on appelle la continuité des affaires courantes. Donc, autrement dit, continuer les politiques déjà menées sans engager les gouvernements qui seraient les gouvernements suivants. L'autre élément, c'est l'urgence en termes d'ordre public. Par exemple, ça pourrait être le cas pendant les Jeux Olympiques. Mais ces ministres, puisqu'ils sont démissionnaires, retrouvent-ils leur siège de député lorsqu'ils en ont un, et donc leur voix à l'Assemblée nationale? Oui, selon l'usage, mais la Constitution ne dit rien. Or, ces 17 ministres députés entendent participer, le 18 juillet, à l'élection du président de l'Assemblée nationale, le 4e personnage de l'État. Là encore, beaucoup d'incertitudes. La succession de Yael Braun-Pivet, à laquelle elle-même est candidate, est très ouverte. La situation ne s'éclaircit pas non plus au nouveau Front populaire. Le bloc arrivé en tête dimanche dernier qui réclame Matignon mais n'arrive pas à s'accorder sur le nom d'un candidat pour le poste. Huguette Bello, la présidente de la région Réunion, décline la proposition. Insoumis et communistes la soutenaient. Le PS n'en voulait pas. À 12 jours des Jeux Olympiques, le 3e personnage de l'État estime, lui, que les Français ont aujourd'hui la tête ailleurs. Il faut que ce soit dans un pays un peu bouleversé aujourd'hui, un vrai moment de rassemblement, de fête. Ça explique aussi pourquoi j'ai proposé qu'on enjambe que quelque part la trêve olympique soit un moment de trêve politique. La nomination d'un nouveau gouvernement attendrait donc la fin du mois d'août. C'est le scénario aujourd'hui le plus probable. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.